Je vais démarrer par vous, Henri. Pensez-vous qu'aujourd'hui, alors on l'a vu avec Madame la ministre il y a un instant, mais pensez-vous que les grands patrons d'entreprises du CAC 40, du SBF 120, voire certains de nos plus hauts dirigeants, ont conscience que ce numérique est en train de rayonner partout, d'être présent dans l'ensemble de notre économie? Bon, le numérique, c'est connu, mais en ce moment, il y a un nouveau phénomène. C'est un peu la Silicon Valley à la conquête du monde. Il faut voir que la partie logicielle qu'il y a dans une voiture, dans un avion, dans la plupart des objets industriels, eh bien, cette partie logicielle devient prépondérante. Et donc, on a maintenant, par exemple, un constructeur de voitures électriques dans la Silicon Valley, qui s'appelle Tesla, un de mes clients, et qui devient une entreprise capitalisée à la méthode Silicon Valley, avec des moyens de communication et aussi des idées techniques très originales, et qui se développe d'une manière extraordinaire. Donc, un peu pour retourner à votre question, moi, il y a un truc qui m'étonne, mais qui m'étonne, c'est que si on regarde les entreprises du CAC 40 et puis les entreprises du Nasdaq, eh bien, les entreprises du CAC 40, elles ont en moyenne 100 ans, et les entreprises du Nasdaq, elles ont en moyenne 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, elles sont très jeunes. Donc, tout le monde est conscient que la techno, le soft, le numérique, c'est hyper important, mais ça ne suffit pas d'être conscient. Ce qui est en train de se passer, c'est un succès extraordinaire de la Silicon Valley. Moi, je le vois même dans l'aéronautique, par exemple, dans les drones ou dans à peu près tous les domaines qui touchent. Et il faut voir que maintenant, ils s'intéressent à l'agriculture, au médical et à tous ces nouveaux modèles. Donc, enfin, en plus, si vous voulez, moi, je vois aussi un problème européen. Parce qu'on dit la France, et on n'est pas bon, on n'est pas très bon. Il n'y a pas beaucoup de boîtes nouvelles qui ont émergé. Mais ce problème, c'est le même en Angleterre, c'est le même en Allemagne, c'est le même en Italie, c'est le même dans tous les autres pays européens. On manque d'un moteur pour le succès numérique. Il y a un seul endroit où moi je l'ai vu embryonnaire, hein, où je l'ai vu se mettre en œuvre en Europe, et coup de chance, c'est dans une zone francophone, c'est autour de l'école polytechnique de Lausanne, de l'EPFL. Où il y a, ça veut dire qu'il y a des investisseurs autour, allez, il y a un écosystème. Des investisseurs, il y a des programmes fédéraux qui aident les profs comme les élèves à monter des boîtes. Il y a de l'argent, il y a des start-up tout autour de l'université. Il y a un truc qui ressemble un peu à Stanford. Et ça, c'est le seul endroit où je l'ai vu. En Europe, je ne suis pas spécialiste, moi, des universités, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais, disons, on forme de bons ingénieurs, pas assez. Mais la recette du succès numérique, en Europe, on ne l'a pas. Fred Potter, si on prend juste le produit NetEtmo, Thermostar, on peut se dire que vous avez dû être approché par les grands des utilities et tout ça. Est-ce qu'ils sont venus vous voir en s'inquiétant, enfin, juste pour voir, ou est-ce qu'ils se sont vraiment inquiétés? Alors, je ne ferai pas de commentaire là-dessus, parce qu'effectivement, on discute avec un certain nombre d'énergéticiens. Mais lorsque vous dialoguez avec eux, ils ont compris que c'était... Non, certains oui, d'autres non, en fait. Mais là où je suis frappé, c'est qu'en fait, on dit les grandes entreprises ont compris ce que c'est que le numérique, mais moi, je ne pense pas qu'elles aient du tout compris de ce qui se passait. D'abord parce qu'elles ont créé des directions du numérique et des directions de l'innovation. Or, dans une entreprise normale, le numérique et l'innovation, ils doivent être au cœur du métier de tout le monde. Si le numérique et l'innovation ne sont pas au cœur du métier, c'est qu'en fait, on a raté la marche. C'est-à-dire que le numérique, c'est pas discuter avec ses clients sur Facebook, c'est pas utiliser le mail ou avoir des téléphones portables. Ça, c'est être un utilisateur du numérique. Le numérique, il doit être au cœur du métier parce qu'il redéfinit le métier. Donc aujourd'hui, un énergéticien, peut-être, demain, ça sera de mettre l'offre en face de la demande, de manière à ajuster la consommation en fonction des moyens de production, ce qui, en plus, avec le renouvelable, devient un vrai sujet. Et donc, je pense qu'il y en a encore une grande partie qui n'ont pas compris à quel point ça allait révolutionner leur business
et que c'était consubstantiel à ce qu'ils faisaient. Et effectivement, comme le dit Henri, un jour, ils vont se réveiller, entre guillemets, après s'être fait casser la figure, par un Américain qui viendra et qui va leur piquer leur business avant qu'ils aient même compris comment il fallait faire. Et puis il y a un autre business alors, qui vous intéresse, qui vous intéresse tous, mais je pense à vous, Jean-Luc Errand, c'est donc vous êtes tissu connecté. Alors je précise, hein, on enregistre une émission demain sur BFM Business et j'espère que vous viendrez avec le t-shirt, comme ça on pourra le montrer à l'ensemble des gens qui nous regarderont. Tissu connecté, ça veut dire tout un tas de données que vous allez récupérer. Alors c'est pareil pour les outils de Fred Potter, c'est pareil pour les outils d'Henri. Là aussi, il y a un enjeu de ces données. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Et il y a toute une économie qui est en train de naître aussi autour de ces économies, avec des nouveaux services et des nouveaux acteurs qui vont naître autour de ça. Alors, il y a un enjeu déjà dans l'usage. Et comme l'ont dit mes deux prédécesseurs, c'est très important aujourd'hui de regarder comment les sociétés évoluent. Et si on reste centré sur son univers proche, on oublie que tout bouge très très vite aujourd'hui. Et à l'étranger en particulier, en ce moment, si on n'observe pas les comportements de la société, on n'a pas de bonne réponse technique. Et surtout, si on n'essaie pas de concevoir un produit comme étant un produit numérique, et pas seulement d'apposer du numérique sur un usage. Donc nous, ce qui nous a intéressé, c'est de regarder aujourd'hui comment les gens réagissaient dans leur quotidien pour chercher à mesurer leur activité physique ou leur activité physiologique, que ce soit dans le domaine du sport, dans le domaine de la santé, dans le domaine des géotextiles. Et là, on s'est aperçu qu'en fait, on alourdissait le quotidien avec plein d'objets. Et bon, j'aime bien les objets, j'aime bien le design, etc. Mais en revanche, envahir mon quotidien systématiquement avec des objets parce que j'ai besoin de fonctions complémentaires, ça me gênait. Et je considérais que pour suivre la personne âgée chez elle ou pour suivre la personne âgée qui a été en post-opératoire, il fallait précisément apporter des solutions pour mieux suivre certains paramètres qui sont importants, mais en revanche de le suivre naturellement avec ce que l'on porte naturellement. Et donc un morceau de tissu, c'est ce que l'on porte quand on sort de chez soi, tout à fait naturellement. Voilà pourquoi on a commencé à réfléchir avec des gens du monde du textile et des gens du monde de l'électronique sur la miniaturisation de capteurs et l'intégration de ces capteurs dans la fibre textile et de la fabrication d'un textile qui n'est pas forcément un textile porté, qui là a été illustré lors du CES de Las Vegas en tissu porté pour faire un D-shirt, un digital shirt. Mais aujourd'hui, il se concrétise dans beaucoup d'autres objets, tels de la moquette connectée ou des tentures connectées ou d'autres choses. Donc ça devient un outil fondamental à la réflexion sur l'objet derrière, que l'on mettra derrière. Et puis le t-shirt connecté, dans la démonstration qu'on peut voir, c'est du sport, mais on peut imaginer dans la santé, pour des personnes dépendantes, fragiles, puissent avoir ce type de vêtements connectés avec des capteurs qui permettent de voir si quelque chose se passe moins bien. Voilà, aujourd'hui, on travaille sur 4 secteurs, le secteur du sport, le secteur de la santé, le secteur de la protection individuelle, qui est un secteur évidemment aussi là très demandeur de ce type d'approche, et puis le secteur de l'automobile également, qui est un secteur très très porteur, comme on peut l'imaginer. On reviendra dans un instant pour une dernière question. On va essayer de ne pas trop dépasser le temps sur justement l'importance du logiciel, l'importance de tous les services qu'on doit déployer autour de ces objets. Paul Benoît, Carnot Computing, donc on l'a compris, c'est cette invention assez géniale. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui, vous, que les jeunes entreprises comme la vôtre, les startups, sont suffisamment aidées par les grandes entreprises ? Alors, je ne parle pas de l'État, là, je parle des grandes entreprises, pour les accompagner, alors pas forcément leur donner de l'argent, les financer, mais pour les parrainer, pour leur ouvrir des portes, avoir je sais qu'Orange aujourd'hui, Orange Fab aide des startups, il leur ouvre les portes de leurs clients, leur portefeuille client, il leur donne les bons contacts. Est-ce que vous pensez que ça, c'est quelque chose qu'il faut développer aussi en France ? Alors, tout d'abord, je rejoins un peu ce qui a été dit tout à l'heure. Il ne faut pas voir tout en noir en France. Il y a plein de choses très bien. C'est vrai que j'ai aussi tendance à dire que si on réussit en France, on peut réussir à peu près partout. Voilà, le chemin est parfois un peu plus dur. Les gens sont... c'est un pays très cartésien, donc il faut vraiment faire ses preuves. Il y a peut-être moins un enthousiasme comme on peut le trouver dans la Silicon Valley et dans les pays anglo-saxons. Après, sur les grandes entreprises, la chose qui est claire, c'est qu'on n'a pas du tout les mêmes cycles de temps. Ça, c'est quand on est une jeune entreprise, ce qui correspond à 6 mois pour une grande entreprise, c'est à peu près 2-3 jours pour une PME. Enfin, notre quotidien change.
on fait de la marche arrière, marche avant, c'est du pilotage vraiment à vue. Donc c'est la partie la plus difficile. On sent qu'on génère de l'enthousiasme dans les grandes entreprises, mais on n'a pas du tout les mêmes échelles de temps. Et ça, je pense que c'est l'élément le plus difficile. On n'a pas non plus les mêmes échelles de montant. C'est vrai qu'on est une jeune entreprise, quand on démarre, on veut avant tout faire goûter son produit. Et donc on n'est pas sur les mêmes échelles de budget que les grandes entreprises. Et le meilleur moyen pour les grandes entreprises d'aider les petites entreprises, c'est de faire des projets pilotes et de permettre de faire des démonstrations. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a du mal à faire comprendre aux grandes entreprises. Oui, et dans les grandes entreprises, tiens, c'est un message adressé à Yves Poilane, il y a beaucoup évidemment de bons ingénieurs. Il faudrait aussi les former, ces ingénieurs, quand ils sont dans ces grandes boîtes, à aller porter la bonne parole du numérique auprès aussi de leurs congénères, des directions métiers, enfin de tous ces gens-là, des directions financières, voilà, leur dire, voilà, vous êtes aussi des ambassadeurs du numérique dans vos entreprises. Fred Potter, un instant sur la partie service, justement. On voit ces objets connectés, alors c'est vrai, c'est sexy, c'est sympa, on a vu la fourchette connectée, on a vu ce thermostat connecté, on voit les outils de parole, mais ce qui compte vraiment derrière, c'est la récupération de ces données, c'est les services qu'on va mettre autour. Hein. Oui, et tout ce qui est logiciel, bien entendu. En fait, un objet connecté, c'est un moyen de vendre du logiciel. Avant, on vendait des objets qui avaient une monofonction. Aujourd'hui, l'objet, c'est une manière de vendre du logiciel. Donc, quand vous vendez, par exemple, un thermostat, les logiciels qui sont derrière et qui permettent d'aligner le fonctionnement du générateur de chauffage avec la température voulue par l'utilisateur, en fait, c'est très compliqué. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait de vraies économies d'énergie avec un thermostat intelligent, parce que quand il y a des apports gratuits, par exemple le soleil qui rentre à travers une baie vitrée, eh bien, vous pouvez le savoir et donc arrêter de chauffer en avance. Et donc on voit que le thermostat connecté, on se dit, en première approche, c'est un gadget, ça sert à piloter son chauffage à distance, mais en fait non, en fait ce qu'on vend c'est du logiciel. Et la connexion à Internet, elle permet de faire entrer du logiciel qui tourne dans le cloud, c'est-à-dire où il y a une puissance de calcul infinie et une mémoire infinie. Et elle permet donc à cette puissance de calcul infinie de venir agir sur des petits objets qui sont disséminés chez soi. Et donc en fait, on vend des objets avec lesquels on gagne de l'argent, parce que le client il est prêt à acheter un objet qui lui rend service, mais la valeur, elle vient du logiciel, elle ne vient pas de l'objet en lui-même. C'est assez nouveau. Henri, c'est d'où sur ce côté, la valeur autour de l'objet, autour du logiciel, des services qu'on peut développer autour? Moi, ce que je trouve le plus intéressant des objets connectés aujourd'hui, c'est qu'on voit vraiment le développement des nouvelles industries en action. C'est-à-dire que l'objet connecté, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est un concept auquel énormément de boîtes adhèrent, qui est bien compris, qui est un concept futuriste, de numériser l'activité des choses, et qui aujourd'hui ne représente quasiment aucun business. C'est-à-dire que, bon, par exemple, Parrot, ça fait 230 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nest, quand ils ont l'année où on a les premiers chiffres, enfin les chiffres qui ont peut-être 12 mois maintenant, c'était 100 millions de dollars, mais ça débute. Donc c'est des petites boîtes, et Nest a été racheté 3 milliards de dollars, ceux qui font le thermostat connecté aux États-Unis, et c'est des business énormes. C'est des business énormes qui vont se créer. On ne sait pas exactement à quelle vitesse, ça va certainement aller vite. Est-ce que ça va aller très vite ou on ne sait pas quand est-ce que la première boîte va atteindre 1 milliard de chiffre d'affaires, mais ça risque d'aller vite. Et surtout, ça va déboucher sur énormément de métiers. Le transport, la santé, le bâtiment. Et donc, aujourd'hui, c'est rien. C'est juste une idée. Une idée où toute la Silicon Valley l'a comprise, même s'il y a eu plein de startups en France. Et dans quelques années, 5 ans par exemple, vous verrez, ça sera un business qui se comptera en milliards de dollars, dizaines de milliards de dollars. Et le risque, c'est qu'il n'y ait aucune boîte européenne qui soit dedans. Je vous le dis comme je le pense, c'est parce que les dimensions, la compréhension de la high-tech par les Américains et aussi par les Asiatiques est complètement différente. Et aujourd'hui, on est dans, disons,
au seuil, au milieu de l'ère des startups, mais l'ère des startups dure de moins en moins longtemps. Vous voyez, c'est startup pendant un certain temps, puis après c'est big business. Et c'est en train de se passer maintenant. Et ça, c'est intéressant à voir. Paul Benoît, sur ce côté big business. C'est intéressant, enfin, sur l'aspect objet connecté, et puis l'exemple des vêtements connectés est emblématique, c'est qu'il y a l'objet en lui-même, comme on disait, et il y a les données qui produisent. Et on parlait du fait qu'il n'y ait pas de géant européen sur les objets connectés. Mais moi, il y a un sujet qui me touche plus directement, c'est qu'il y a un géant européen et idéalement français sur le calcul, sur les gens qui vont traiter toutes ces données. Enfin, aujourd'hui, on est face à des géants qui ont cette puissance de calcul, de stockage des données, alors parfois même d'interception, malheureusement. Mais voilà, il y a tout ce traitement-là. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on stocke beaucoup de données. Le big data, aujourd'hui, on stocke tout ce qu'on peut stocker. Tout le monde se demande ce qu'on va pouvoir faire avec, et les Américains, pendant ce temps-là, ils trouvent plein d'idées de ce qu'ils peuvent faire avec toutes ces données. Donc il y a deux choses. Il y a l'objet qui est en front, enfin qui est à l'avant, qui capte de la donnée, et puis après, il y a vraiment tout le traitement, les algorithmes, etc. Et ça aussi, il faut qu'on ait des géants, parce qu'aujourd'hui, les grands noms sont quand même américains. Alors, ce sera ma dernière question. Ensuite, on passera à la clôture de cette soirée. Justement, sur le monde du vêtement connecté. Donc, on l'a dit, il y a la santé. Enfin, il y a tout un tas de débouchés. Ce que disait Paul Benoît, voilà, vous attendez quoi, d'être adossé à un grand aujourd'hui, Citizen Science. Comment vous voyez votre avenir dans les 2-3 ans? D'abord, revenir sur les datas, parce que la génération de data, elle est intéressante que dans la mesure où on valorise ces datas. Et effectivement, les applications qu'on met derrière qui vont porter l'usage, ça me paraît aussi important que l'objet en lui-même. Et nous, on a créé 2 sociétés, une qui fait du hard, le tissu, et l'autre qui fait le traitement des datas avec des algorithmes, justement, pour donner de la valeur à ces informations que l'on capte, pour rendre le service après à l'individu qui porte ce textile ou qui utilise ce textile. Parce que sinon, on arrive avec des process qui doivent être pensés par les industriels eux-mêmes pour intégrer ça dans les usages de leurs clients. Or là, il faut apporter aussi de la valorisation dans le service rendu à ces usagers. Et c'est là où c'est important de s'inspirer de ce qui se passe à l'étranger. Nous, ce qu'on souhaite, c'est bâtir en France, c'est produire en France, mais en revanche, on va vendre d'abord à l'étranger, parce que effectivement, les étrangers sont beaucoup plus rapides dans l'appréhension à la fois de ces techniques et de l'usage qu'ils souhaitent rendre à leurs clients par les données. Et nous, c'est un cœur de valorisation qui est très très fort. Eh bien, merci. On peut les applaudir, non seulement pour leur trophée, mais aussi pour les lauréats. Voilà, donc les 4 lauréats. Monsieur, je vous invite à regagner vos places. Merci en tout cas.